À titre liminaire, je me réjouis de l'initiative du groupe socialiste, écologiste et républicain auquel j'appartiens qui a souhaité l'organisation de ce débat sur l'état de la justice dans les Outre-mer. Si la justice, aujourd'hui, est une mission de l'État, en Outre-mer, on n'a pas toujours l'impression que c'est le cas. C'est sans conteste en grande difficulté dans l'Hexagone, mais aussi en Outre-mer. Elle est déjà dans un état de faillite avancée, tant dans sa dimension humaine, morale, matérielle et structurelle. L'avocat guyanais maître Patrick Lingibé, actuel vice-président de la conférence des bâtonniers, dénonce, lui, l'état parfois comateux de la justice en Outre-mer. Ces territoires qui font pourtant la grandeur de la France en matière géopolitique et de puissance maritime sont des territoires éloignés de la République au niveau du développement économique, social, mais aussi en ce qui concerne l'institution judiciaire. En 2023, les territoires d'outre-mer présentent encore de nombreuses caractéristiques de retard démographique, social et économique qui, d'une part, les distinguent significativement de l'Hexagone et qui, d'autre part, pèsent sur l'activité des juridictions et des services déconcentrés de l'État dans ces territoires. L'accès au droit est particulièrement précaire dans un contexte de grande pauvreté et de fracture numérique largement supérieure à ce qui est observé sur le territoire hexagonal. Le récent rapport de la Défenseure des droits indique évidemment ce que je dis. L'accès au droit est un principe fondateur de l'État de droit, dont les garanties fondamentales est de garantir à tous un accès égal à toutes les prestations de justice existantes dans une société démocratique. Et l'aide juridictionnelle permet à celles et à ceux qui n'en ont pas les moyens de faire valoir de manière effective leurs droits auprès des juridictions. Mais la réalité est parfois tout autre pour les justiciables des territoires ultramarins. Ils n'ont pas accès à leurs droits parce qu'ils ont eu tort de vivre sur des territoires considérés comme trop éloignés. À titre d'exemple, il faut savoir que les citoyens et les citoyennes habitant Wallis et Futuna, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, n'ont pas forcément accès à un avocat quand ils en ont besoin. Ainsi, des personnes placées en garde à vue n'ont aucune possibilité d'avoir un avocat à leur côté à cause de l'éloignement. Quant à la fracture numérique, elle existe bel et bien en Outre-mer. Or, le gouvernement a annoncé un plan de transformation numérique avec à l'horizon 2027, un ministère de la Justice entièrement numérisé, donc zéro papier. Cet objectif optimiste contraste radicalement avec les réalités ultramarines puisque cette digitalisation de l'institution judiciaire pensée par la chancellerie est profondément inadaptée pour les Outre-mer en ce moment. Un rapport d'information du Sénat fait au nom de la délégation aux Outre-mer par le président Stéphane Artano et les sénatrices Viviane Artigalas et Nassima Dindar du 9 juillet 2020 a mis en exergue les différentes difficultés qui sont désastreuses d'ailleurs lors du confinement, notamment au regard de certaines parties du territoire ultramarin qui sont restées isolées à cause des réseaux Internet inaccessibles. La question des moyens humains et matériels est fondamentale également. La sous-dotation chronique des moyens dévolus à la justice en Outre-mer a fait l'objet de nombreuses alertes et de nombreuses préconisations telles que la revalorisation de l'unité de valeur au profit des avocats ultramarins qui doivent quelquefois se déplacer en avion ou en bateau pour aller défendre certains de nos concitoyens. Cela permettrait d'apporter une réponse à des justiciables qui se trouvent privés d'avocats en absence de tout dispositif de prise en charge. Dans ce contexte, la défiance importante vis-à-vis des institutions, des services judiciaires sont, en raison de leur mission régalienne, particulièrement exposées aux tensions sociales, à l'insécurité chronique qui traverse certains de nos territoires ultramarins. La crise de confiance est déjà majeure dans l'Hexagone, elle est totalement désastreuse en Outre-mer. Le dernier épisode sur le scandale du chlordécone et le non-lieu qui en résulte après les 17 années de procédure va assurément augmenter cette crise de confiance envers la République et sa justice. L'argumentation juridique n'a malheureusement plus aucune acuité et pertinence lorsqu'on n'utilise pas la langue, mais aussi les codes sociétaux par rapport à l'Hexagone.
La justice se trouve globalement en grave défiance en Outre-mer. Ainsi, selon l'enquête réalisée par le cabinet Odoxa en 2021 pour le Conseil national des barreaux et étendue pour la première fois aux Outre-mer, il ressort que 58% des Ultramarins affirment qu'il est difficile de faire valoir leurs droits. La situation des établissements pénitentiaires y est particulièrement préoccupante également. En 2019, à 2 reprises, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié des recommandations en urgence sur le fondement de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, à la suite des constatations de violations graves des droits fondamentaux des personnes incarcérées dans les centres pénitentiaires de Rémy-Montjoly notamment et de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Nous savons que les prisons françaises sont surpeuplées, c'est vrai. Mais depuis le 1er novembre 2022, il y a 4 479 places disponibles sur 5 510 en Outre-mer pour les détenus, soit une densité de 123%, légèrement supérieure à celle de l'Hexagone, qui est de 119,7%, avec 56 219 places disponibles pour 67 299 détenus. La problématique carcérale ultramarine ne résulte pas dans son taux de surpopulation, mais dans les conditions inhumaines et indignes qui ont souvent été décriées. D'ailleurs, il est à relever que dans l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 janvier 2020, il condamnait en fait la France pour notamment le traitement dégradant et pour mauvaises conditions de détention en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les 32 requérants mettaient en cause 9 établissements pénitentiaires, dont 3 se trouvent en Outre-mer, à Ducos en Martinique, en Polynésie française à Fata Noutania et à Bémao en Guadeloupe. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté et l'Observatoire international des prisons de la section France n'ont cessé de dénoncer les conditions carcérales dans certains établissements pénitentiaires qui aboutissent à l'indignité en Outre-mer. Ce contexte général rend particulièrement délicat le recrutement des personnels de justice dans certains de ces territoires. La prise de poste est parfois extrêmement difficile, surtout pour les magistrats et les greffiers sortant directement des écoles de formation. De façon générale, les services publics ultramarins, dans leur globalité, posent des problèmes aux citoyens et aux citoyennes. On constate une situation de maltraitance institutionnelle régulièrement constatée, mais avec des réponses inappropriées. À ce titre, les conditions matérielles d'accueil des magistrats et des agents affectés dans ces territoires doivent être prises en compte de façon systématique pour faciliter la prise de poste. À minima, un mécanisme d'avance de rémunération et un accompagnement individualisé pour l'installation sur place sont indispensables. Le taux d'absentéisme dans les services judiciaires atteint un niveau supérieur à la moyenne nationale. Le taux de rotation est particulièrement élevé, l'ancienneté moyenne étant bien inférieure à celle constatée sur le plan national. Monsieur le ministre de l'Outre-mer, vous êtes présent. J'aurais souhaité également qu'à vos côtés, il y ait votre collègue, le ministre, garde des Sceaux, pour répondre également à ces problématiques. Je vous remercie d'être présent, monsieur le ministre délégué, mais il nous manque quand même un maillon de la chaîne qui a quand même son importance pour ces problématiques. Des solutions collectives sont parfaitement possibles à condition d'y mettre une volonté très forte et des moyens, notamment financiers, adaptés. Cela pourrait évidemment permettre de prendre en compte les différents principes, mais aussi réellement porter des réponses adéquates pour les populations des différents territoires d'outre-mer. Monsieur le ministre, votre gouvernement est-il prêt à répondre aux problématiques qui se posent de façon régulière dans nos territoires? Je voulais vous parler de la surpopulation carcérale dans les Outre-mer. Elle est de 123% sur l'ensemble. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, vous le savez, a condamné la France pour l'indignité de ses prisons, et notamment dans 3 prisons d'Outre-mer. Le centre pénitentiaire de Bémao en Guadeloupe, celui de Ducos en Martinique et la prison de Fanutania en Polynésie. J'ajoute que les conditions sont particulièrement difficiles à Nouméa, où je tiens à dire que certains détenus, et Madame la contrôleure des lieux de privation de liberté s'en est émue, certains détenus sont logés dans des containers marins sans isolation thermique ni phonique, sans système électrique sécurisé. C'est quand même un véritable problème et j'espère que vous allez faire en sorte qu'il soit mis fin
à ces conditions tout à fait indignes. J'ai aussi un rapport de la contrôleure sur le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en Guyane. Je ne peux pas tout lire, seulement les titres. La surpopulation est chronique, les conditions d'hébergement sont indignes, l'hygiène désastreuse présente des risques pour la santé des personnels et des détenus, l'établissement connaît un climat de violence extrême dans un contexte d'inactivité générale, les mesures prises pour répondre à la violence ne sont pas encadrées, etc. Monsieur le ministre, je voulais vous demander si vous allez me parler de la régulation. Parce que je sais que vous parlez de création de prisons, de création de postes, mais on sait bien qu'on ne sortira de cette question de surpopulation en Outre-mer, comme d'ailleurs dans la métropole, que si on choisit une régulation pour faire en sorte que d'autres peines soient priorisées par rapport à la détention, qui n'est pas la seule peine, vous le savez très bien. Depuis mars 2022, le président du Conseil des prud'hommes de Basse-Terre ainsi que les associations syndicales représentant les entreprises de la Guadeloupe n'ont eu de cesse d'alerter sur les services compétents, sur les services et les difficultés qu'ils rencontrent pour pratiquer l'exercice de leur mission. En effet, les conseillers prud'homaux de Saint-Barthélemy sont très touchés par une double insularité et c'est particulièrement difficile pour eux. Les déplacements et l'hébergement ne sont pas forcément pris en compte pour les audiences. Or, le décret numéro 2015-1761 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'homaux résidant dans les îles du Sud et dans les îles du Nord particulièrement, pour siéger à Basse-Terre au Conseil des prud'hommes, ne prévoit pas l'indemnisation du temps de trajet des 10 conseillers, comme cela était prévu antérieurement. De même, les différents frais relatifs à l'hébergement et à l'hébergement ne sont pas indemnisés et quelquefois ils doivent également louer des voitures. Les retards accumulés dans les remboursements de défraiement d'audience sont particulièrement pénalisants parce que c'est autour de 3 à 6 mois de remboursement. Face à de nombreuses problématiques liées au caractère archipélagique de la Guadeloupe, des mesures spécifiques doivent être envisagées par le gouvernement pour revoir et adapter les modalités d'indemnisation des frais inhérents à l'exercice des fonctions des conseillers prud'homaux de notre archipel. Le rapport du Défenseur des droits, qui est récent, de mars 2023, ainsi que l'audition récente, avril 2023, de la présidente du Conseil national des barreaux, convergent dans la nécessité absolue de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lever les obstacles à l'égalité réelle dans nos territoires ultramarins et permettre l'effectivité de l'accès aux droits à l'ensemble des citoyens du territoire national avec la même équité. Monsieur le ministre, les difficultés structurelles ne doivent pas être une entrave à l'accès à la justice et au respect des droits des citoyens. Quelles sont les dispositions que vous comptez prendre en compte, mettre en œuvre pour garantir ce droit, particulièrement pour les conseillers prud'homaux? La France a été condamnée à de multiples reprises ces dernières années, aussi bien par sa propre justice que par la CEDH, pour les conditions indignes de détention qu'elle impose dans ses prisons, y compris en Outre-mer. Mes collègues Sueur et Frogier en ont parlé. Et l'état de ces prisons n'est qu'un des symptômes du mal qui frappe la justice dans son ensemble dans les Outre-mer. Une enquête réalisée en 2021 pour le Conseil national des barreaux révélait que 58% des ultramarins, et mais jusqu'à 70% en Guyane, considèrent qu'il leur est difficile de faire valoir leurs droits, une proportion 2 fois plus élevée qu'en métropole. Cette injustice provient d'une multitude d'inégalités. Comment ne pas s'alarmer, par exemple, et ça a aussi été évoqué, de l'absence pure et simple d'avocats dans certaines situations, du fait du manque d'accompagnement de l'État pour les aider dans leurs déplacements. À Wallis et Futuna, vous l'avez rappelé, des accusés peuvent être défendus par des citoyens défenseurs, c'est-à-dire concrètement être privés d'avocats. En vérité, la défaillance de la justice dans les Outre-mer catalyse les maux que connaissent nos services publics. Et ces maux se résument, Monsieur le ministre, en un chiffre. La part du financement des services publics dans nos pays représentait 18,1% du PIB en 1980 et aujourd'hui 18%, alors que la population a très nettement augmenté. L'intégralité de la hausse de la dépense publique, je le rappelle, a bénéficié au transfert vers les entreprises. Dans le même temps, la population dans les Outre-mer est passée de 1,4 à 2,7 millions d'habitants.
Le gouvernement auquel vous appartenez refuse de revenir sur la moindre des nombreuses exonérations fiscales et sociales consenties aux entreprises, et pourtant le problème de moyens est bien là. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Votre gouvernement a-t-il l'intention de financer à la hauteur des besoins le service public de la justice dans les Outre-mer? Je vois que j'ai touché un point sensible. Si vous m'avez bien écouté, je parlais de l'évolution de la dépense publique depuis 1980. Donc le gouvernement auquel vous appartenez n'a pas encore 40 ans de durée. C'est notre pays qui a abandonné ses services publics exactement. Et l'effort qui a été consenti très récemment pour la justice reste totalement insuffisant. Et tant qu'on ne rectifie pas le fléchage de la dépense publique vers les services publics, nous n'y arriverons pas. Or, votre gouvernement s'entête dans cette direction. Vous devez en convenir. Je ne regrette pas, avec notre groupe, d'avoir porté ce débat. Je crois qu'il était intéressant, utile, parce que l'appartenance à notre République se définit par le respect de principes fondamentaux, et parmi ceux-ci sont reconnus ceux qui s'appliquent à notre débat d'aujourd'hui, et notamment les principes d'égalité et d'indivisibilité de la République. Il me semble important ici de rappeler l'article 1er de notre Constitution. Ça nous permettra de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ce débat qui a été très opérationnel. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. L'indivisibilité s'entend de la souveraineté du territoire et du peuple français, ce qui postule un pouvoir central unique, une structure administrative homogène, l'uniformité du droit applicable sur l'ensemble de notre territoire. Notre Constitution est donc potentiellement rétive à la reconnaissance des particularismes juridiques, mais ce principe d'indivisibilité, et heureusement finalement, n'a pas empêché l'existence d'une République plurielle. Et si cette pluralité implique une certaine plasticité de nos institutions, elle ne doit pas continuer à renier nos principes. Avant tout, je tenais à rappeler le caractère pluriel de l'outre-mer. Ces 13 territoires relevant de Drôme, de Com, avec le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie. Je salue nos collègues ici présents. Les terres inhabitées, terres australes, les îles de Clipperton. À l'intérieur de chacune de ces catégories, mes chers collègues, il y a un statut particulier et pour certains, une justice spécifique dans certains domaines. On le comprend, définir un cadre unique n'est pas aisé, mais cela, c'est aussi la République française. N'oublions pas que les territoires ultramarins ont une histoire particulière et que le rapport à l'État français n'a pas toujours été simple dans l'ensemble de ces territoires qui composent notre République. L'expression étatique, notamment par le biais de la justice, ce pouvoir régalien, devrait donc être d'autant plus irréprochable dans ces territoires ultramarins issus d'un passé colonialiste qui nous oblige. Pourtant, la situation partagée sur l'ensemble du territoire national est que dans sa fonction régalienne de la justice, l'État est loin d'être parfait, disons-le simplement. Ainsi, les États généraux de la justice, qui ont été rappelés à plusieurs reprises dans notre débat, font état d'une crise profonde de notre système, avec une justice au bord de la rupture dans certains domaines, avec des délais de jugement et des conditions pour l'ensemble des acteurs et des justiciables qui deviennent parfois indécents. Ce climat entraîne une défiance croissante de nos concitoyens vis-à-vis de la justice française. C'est dire l'impasse dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Cette justice garante du respect du droit, malgré, et vous avez raison, Monsieur le Ministre, des hausses incontestables de crédits, cette justice reste en difficulté tellement nous partons de loin. Cela est d'autant plus vrai en Outre-mer. Là, le thermomètre de l'Outre-mer montre que nous avons encore beaucoup d'efforts et vous ne les avez pas niés. Je tiens à vous en remercier, mais nos exigences sont aussi à prendre en considération. Ne les prenez pas comme étant, entre guillemets, des remises en cause du pouvoir exécutif actuel, mais comme simplement la reconnaissance de difficultés au plan local. Les territoires d'outre-mer sont trop souvent peu ou mal considérés par nos politiques publiques, et ça ne date pas effectivement de ce gouvernement. Nous réagissons souvent trop avec un prisme hexagonal, reconnaissons-le. Dès lors, l'adaptation de nos dispositifs n'est pas toujours optimale. Par ailleurs, le comité des États généraux de la justice indique que les caractéristiques démographiques et socio-économiques des Outre-mer les distinguent significativement de la métropole. Ainsi, le taux de pauvreté, et on sait bien que pauvreté et délinquance peuvent avoir des liens, malheureusement, ce taux de pauvreté comme le taux de chômage sont particulièrement élevés face à un coût de la vie et d'accès aux biens de première nécessité exponentiel par rapport à celui de l'Hexagone. Toutes celles et tous ceux ici qui connaissent l'Outre-mer, même s'ils n'y habitent pas, savent ces difficultés et ce qu'elles représentent parfois en termes de délinquance. Toutes ces inégalités doivent être prises en compte, ainsi que les spécificités liées à l'éloignement de ces territoires et leurs particularités géographiques. Il n'est pas possible de se dire qu'en 2023,
Les justiciables n'ont pas tous et toutes les mêmes droits et les mêmes accès aux droits. Nous nous réclamons de l'état de droit. Or, la justice est la clé de voûte de ce système. Seul l'État est à même d'exercer cette fonction afin d'en garantir l'impartialité. Or, dans les territoires ultramarins, et je conclus, Madame la Présidente, nos collègues ont pu exposer aujourd'hui les failles de ce service public. Ce débat de contrôle, finalement, aura eu un mérite, poser un diagnostic, je crois, le plus juste possible. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous serons vigilants à y apporter les bons remèdes